Bienvenue à cet entretien autour du livre, de la sortie du livre de Yann Hamel, L'Amérique selon Sartre, littérature, philosophie, politique. Yann Hamel, félicitations pour ce deuxième livre. Bien, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Alors, vous présentez rapidement Yann Hamel, pour ceux qui le connaissent moins. Il est docteur en littérature à l'université de l'Université de Montréal. Et il est maintenant professeur à la TELUC. Alors, nous allons parler ensemble de ce livre et nous allons essayer de comprendre quelle est l'intention derrière ce livre et qu'est-ce que tu as tenté de vouloir nous démontrer. Mais avant d'aborder le vif du sujet, je pense qu'il serait important de nous décrire un peu ton univers intellectuel dans les études littéraires. On sait qu'il y a plusieurs provinces. C'est un continent, il y a plusieurs provinces, plusieurs pays. Et donc, tu appartiens ou tu es de ce courant littérature et société, sociocritique, tout ce courant qui s'intéresse au discours social. Pourrais-tu un peu nous l'expliquer, ce courant, pour ceux qui sont moins familiers dans les études littéraires? Oui, certainement. On va commencer par une petite introduction théorique avant d'aller vraiment dans le livre lui-même. Donc, effectivement, je fais de la sociocritique. C'est une approche qui s'intéresse aux liens entre la littérature et la société, mais c'est une approche qui s'intéresse à ces liens-là par des analyses des textes. Bon, la sociologie de la littérature, ce serait l'étude des liens entre les auteurs, bon, pour le dire très simplement, des effets de champ littéraire. Bon. La sociocritique, elle va s'intéresser à ce que le texte dit, à la forme du texte, aux métaphores qui sont présentes dans les textes, en essayant de voir comment ces textes-là retravaillent ce que, bon, pour parler... avec la théorie, là, on appelle la sémiosis sociale, c'est-à-dire quels sont les thèmes, les grands thèmes qui traversent la société, quelles sont les métaphores qu'on emploie, quelles sont les formes qui ont cours, et de quelle façon est-ce que la littérature reprend tout ça, le retravaille pour le rendre sous une forme qui est originale, qui est déplacée, qui parvient à dire quelque chose qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les autres formes du discours, comme l'article de journal, le discours politique, le traité de philosophie, etc. L'hypothèse fondamentale étant qu'à un moment donné, les différents textes ont des éléments en partage. Il y a des choses qui traversent les différents champs de ce qu'on appelle le discours social. Le discours social étant l'ensemble organisé de ce que l'on dit, de ce que l'on pense, de ce que l'on écrit à un moment donné. Et donc, du point de vue de la sociocritique, la littérature fait partie du discours social, mais la littérature a un pouvoir de renouveler, de déplacer, de faire dire autre chose à ces éléments qui sont présents dans le discours social. Donc, c'est l'hypothèse de départ qui m'anime, à partir de laquelle je lis les textes et à partir de laquelle je travaille. Donc, quand je fais des études littéraires, je lis, bien sûr, des œuvres de littérature, des romans, du théâtre, parfois de la poésie, mais je lis aussi des ouvrages de toutes sortes qui sont publiés dans les années qui précèdent, dans les années qui suivent, les œuvres qui m'intéressent, de façon à voir ce que les œuvres littéraires qui m'intéressent ont en commun avec ces autres textes-là et en quoi elles diffèrent. On peut poser que la littérature est originale, mais si on veut le démontrer, à mon avis, il n'y a pas de meilleure façon que de la comparer avec d'autres textes. Et donc, c'est ce que je fais. Et ça, c'est important de le préciser peut-être au départ, puisque dans ce livre sur Sartre, qui se penche sur Sartre et l'Amérique, donc on suit Sartre, on pourrait dire presque chronologiquement dans son évolution, dans son rapport à l'Amérique, mais tous les textes
chronologiquement, sont étudiés ou sont mis côte à côte, quoi, pour voir les cohérences qui se dégagent. En fait, il y a un aspect qui est chronologique, mais qui n'est pas parfaitement chronologique. En fait, on va sûrement y revenir, mais je me suis intéressé à la représentation des États-Unis dans l'œuvre de Sartre. Comme on sait, Sartre était un écrivain, un philosophe, était un intellectuel engagé dans plusieurs combats politiques. Et donc, je suis allé voir tous les endroits dans cette œuvre protéiforme-là, tous les endroits où il était question des États-Unis pour essayer de les mettre en relation. Et il y a un aspect qui est évolutif, mais il y a aussi des choses qui restent du début jusqu'à la fin et dont il fallait tenir compte aussi. Donc, il y a les deux. Il y a des regroupements thématiques. Et il y a aussi une évolution chronologique qui est présente dans le livre. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est tous les textes, à la fois philosophiques, littéraires, les essais, les articles de journaux, tout ça est mis côte à côte et analysé comme un seul discours social sur l'Amérique, d'une certaine façon. C'est le texte sartrien, voilà. Oui, j'ai pas voulu faire de hiérarchie, par exemple, pour ce livre-là, entre la littérature, la philosophie, les essais politiques. Je m'intéresse tout autant à un roman célébré comme La Nausée, à un chef-d'œuvre de l'autobiographie comme Les Mots, qu'à, par exemple, un texte politique qui va être plus volontiers décrié, comme par exemple plus circonstanciel, comme Les communistes et la paix, ou Critique de la raison dialectique, qui lui est un traité de philosophie. Alors, dans le premier livre, qui était, je pense, ta thèse de doctorat, donc La bataille des mémoires, la Seconde Guerre mondiale et le roman français, c'est un livre qui avait été publié en 2006. Oui. Ce livre-là était donc tout à fait participait de cette approche des études littéraires. Comment on est passé donc de cet intérêt de recherche à Jean-Paul Sartre? Qu'est-ce qui a été le cheminement? Pour la bataille des mémoires, j'ai entrepris d'étudier des romans français qui représentent tous la Deuxième Guerre mondiale et uniquement des romans français qui ont été publiés après la Deuxième Guerre mondiale, donc qui rappellent la Deuxième Guerre mondiale de différentes façons. Forcément, quand on s'intéresse à de la littérature engagée, on va trouver le nom de Jean-Paul Sartre. Et lorsque l'on s'intéresse à la Deuxième Guerre mondiale, il va aussi y avoir des écrivains qui vont s'opposer à l'engagement, qui vont critiquer l'engagement. Donc Sartre va revenir encore. Donc Sartre est central quand on étudie un sujet comme celui-là. Je n'ai pas retenu le roman de Sartre qui est La mort dans l'âme. Il y a un roman de Sartre qui parle de la Deuxième Guerre mondiale, La mort dans l'âme. Je ne l'ai pas retenu pour mon livre sur la bataille des mémoires parce que il fallait à un moment donné opérer un choix. J'ai choisi plutôt Simone de Beauvoir, mais en faisant cette étude-là, je me suis néanmoins pris d'affection pour les textes de Sartre et d'intérêt pour ces textes-là. Et j'ai remarqué que les États-Unis étaient présents dans plusieurs textes, à des endroits qui étaient souvent inattendus. Et là, je me suis dit, est-ce qu'il y a un livre qui parle des États-Unis chez Sartre? Et parce que j'avais envie de faire un livre comme celui-là, et j'ai découvert, à ma grande joie, qu'il n'y en avait pas. Donc, que je pourrais l'écrire. Donc, le désir est venu de là. Et puis, quand on est à l'université, forcément, lorsqu'on finit son doctorat, il faut prévoir un projet de post-doctorat. Et lorsqu'on est professeur, il faut prévoir des demandes de subventions pour faire de la recherche, tout ça. Donc, j'ai conçu un projet qui a été retenu par les organismes, et donc j'ai pu me lancer dans cette vaste entreprise-là, parce que, on sait que Jean-Paul Sartre, j'ai calculé grosso modo environ à 15 000 pages de texte, l'œuvre publiée de Sartre. À ça se rajoutent des articles de journaux qui n'ont pas été repris en volume, des manuscrits qui n'ont pas encore été publiés, etc. Donc c'est une œuvre qui est immense, donc ça demande quand même un temps considérable, ne serait-ce que pour couvrir le terrain, avoir tout lu et savoir où se trouvent ces références aux États-Unis qui m'intéressaient. Et vous êtes aussi, tu t'es impliqué au fil des années dans une société savante consacrée à Jean-Paul Sartre. Oui, j'ai... en fait, dans deux sociétés savantes, il y a le groupe d'études sartriennes qui est basé à Paris et donc qui regroupe tous les chercheurs français, belges, européens et internationaux qui travaillent sur Sartre. Notamment les gens qui ont fait les Pléiades, les 3 Pléiades de l'œuvre de Sartre, donc Michel Contat, Michel Ribalka, Jean-François Louette, John Ireland et plusieurs autres. Et je me suis aussi impliqué dans la North American Sartre Society, la Société sartrienne de l'Amérique du Nord, dont j'ai incidemment été président pendant 18 mois, parce que les statuts de la société font en sorte qu'on est président pendant 18 mois. Et étant disons... membre et président de la société, j'ai organisé un colloque qui a eu lieu
à Montréal il y a 2 ans et qui a en partie donné lieu à un numéro de la revue Études françaises dont on pourra peut-être glisser quelques mots. Donc, c'est une autre publication qui est sortie presque en même temps là, que le livre L'Amérique selon Sartre. Et ces sociétés-là, les deux, regroupent à la fois des littéraires et des philosophes, des spécialistes d'histoire des idées, des sciences politiques, qui travaillent sur la personne et sur l'œuvre de Jean-Paul Sartre et qui tiennent des colloques périodiquement pour en discuter. Mais dans la société nord-américaine, il doit y avoir beaucoup donc d'Américains qui sont intéressés par le sujet que tu traites dans ton livre. Est-ce qu'ils le lisent dans le texte ou ils le lisent en traduction? Les francophones, ils le lisent dans le texte, bien sûr, mais il y a malheureusement encore beaucoup de spécialistes de Sartre aux États-Unis qui ne parlent que l'anglais, notamment chez les philosophes. Donc, il y a plusieurs philosophes aux États-Unis, notamment, qui ne parlent que l'anglais. Ceux-là devront attendre que le livre soit traduit si un jour j'ai cet honneur d'être traduit en anglais. Mais c'est sûr que le sujet a de quoi intéresser des Américains, forcément. Alors, le livre s'ouvre sur la question de l'anti-américanisme. Hein. Jean-Paul Sartre a été, on pourrait dire, une tête de Turc chez des essayistes comme Bernard-Henri Lévy, que tu cites, mais aussi Jean-François Revel, d'autres. C'est un peu l'anti-américain par excellence, hein, dans une certaine littérature, dans plusieurs essais. Et on utilise certains textes dont on va sûrement parler pour mettre des pièces au dossier de cet anti-américanisme. Alors, c'est une accusation fréquente. Est-ce que, d'abord, sur quoi elle se fonde? Hein? Quels sont les textes ou les interventions de Sartre qui permettent de fonder une telle accusation? Et pourquoi elle te semble injuste? Commençons par ça et on ira plus dans le détail. Il faut commencer par dire qu'il y a une grande hypothèse voulant que la France est fondamentalement anti-américaine, aussi bien chez les gens de droite que chez les gens de gauche. Donc, il y aurait un anti-américanisme... transversal. C'est ça, viscéral et transversal, qui sévirait en France. Et bien sûr, Jean-Paul Sartre est un auteur qu'on a voulu attaquer à plusieurs reprises pour toutes sortes de raisons, et il a été attaqué par des gens très, très différents, des communistes, des gens de droite et d'autres. L'anti-américanisme a été l'une des insultes qu'on a assénées à Sartre. Qu'est-ce qui a amené à le traiter d'anti-américain? Il y a des textes dont je parle dans le livre. Notamment, il y a une pièce de théâtre qui s'intitule « La putain respectueuse », qui a été présentée pour la première fois en 1946. Cette pièce-là présente le sud des États-Unis et les problèmes de racisme, donc les problèmes de lynchage et d'injustice envers les Noirs du sud des États-Unis. C'est une pièce qui est grotesque, qui est outrancière, qui est caricaturale, et donc on en a fait reproche à Sartre de présenter un portrait, disons, réducteur, biaisé, extrêmement noir du sud des États-Unis, à une époque où le souvenir de la libération de la France, parce qu'on est en 1946, le souvenir de la libération de la France est encore très vivace, et il y a un sentiment selon lequel il faudrait être reconnaissant envers ceux qui nous ont aidés à nous défaire de la botte nazie. Ensuite, il y a, par exemple, un article qui a été publié au moment où les époux Rosenberg, Julius et Ethel Rosenberg, ont été électrocutés. Ça, c'est un texte très violent. Extrêmement violent, en effet. Donc, les époux Rosenberg, pour situer les gens, ont été accusés d'avoir vendu des secrets atomiques à l'URSS et donc ont été accusés d'être responsables du fait que l'URSS a obtenu la bombe atomique. Au moment où le procès a eu lieu, les preuves étaient considérées comme peu probantes et la collusion entre l'accusation et les juges semblait trop grande. Donc, on a dit que c'est un procès qui est biaisé. On les a lynchés. Et donc, Sartre, une fois qu'ils ont été électrocutés, qu'ils sont passés sur la chaise électrique, a écrit ce texte qui est une forme de lettre ouverte adressée aux Américains pour leur dire que dorénavant, il n'y aurait plus aucun contact entre les Européens et les Américains, qu'il fallait couper tous les ponts, sans quoi les Européens seraient mordus et qu'ils auraient la rage à leur tour, parce que ce texte-là s'intitule « Les animaux malades de la rage ». Donc, Sartre dit « Les Américains ont la rage, il faut couper les ponts, sans quoi nous aussi, nous allons devenir enragés ». Deuxième grand texte. Oui, un extrait très rapide. Décidément, il y a quelque chose de pourri en Amérique. Attention, l'Amérique a la rage. Tranchons tous les liens qui nous rattachent à elle, sinon nous serons à notre tour mordus et enragés.
Voilà. Donc, un extrait de ce texte très dur qui a étayé la thèse de l'anti-américanisme. Oui. Et puis ensuite, pendant toute la guerre froide, lorsqu'on lit les essais politiques de Sartre, des essais qu'on retrouve dans les volumes des situations, on voit que les États-Unis sont responsables systématiquement de tous les désordres qui affectent la planète. Donc là, il y a énormément de textes. Je ne vais pas les passer ici les uns après les autres. Hein. On parle de centaines et même de milliers de pages. Et finalement, il y a au moment de la guerre du Vietnam, Sartre décide de renoncer à une visite qu'il aurait dû faire à l'université Cornell, qui est dans l'État de New York, pour protester à l'escalade et au bombardement au Vietnam du Nord. Et donc, ça lui a été reproché. On a dit en quoi est-ce que le désir de ne pas venir aux États-Unis peut apporter quoi que ce soit de positif dans la résolution du conflit. Bon, donc, encore une fois, on a accusé Sartre de se laisser aller à un anti-américanisme viscéral et irraisonné en refusant de venir dans un campus qui était opposé à la guerre du Vietnam. Mais là, il y a une autre pièce, la dernière pièce et non la moindre, c'est le fameux tribunal Russell de 1967. Oui, qui est une pièce vraiment là où il y a une accusation très dure dans le cadre de la guerre du Vietnam. Oui, et c'est l'un des éléments, moi, qui me permet de mettre en question la pertinence du concept d'anti-américanisme. C'est que cette opposition de Sartre à la guerre du Vietnam, elle est très peu convoquée par les gens qui accusent Sartre d'être anti-américain, sauf pour ce refus de la visite à Cornell University. Après ce refus de venir à Cornell, Sartre a accepté de présider un tribunal qui a été imaginé par le philosophe anglais Bertrand Russell. Il était très âgé à ce moment-là. Oui, il avait 94 ans. Président d'honneur, on pourrait dire. Ouais. C'est ça. Il était président d'honneur. Il était trop âgé pour présider le tribunal. Donc, c'est un tribunal non institutionnel, donc qui a réuni des intellectuels qui se sont autoproclamés juges et jurés pour déterminer si les Américains avaient commis des crimes contre l'humanité pendant la guerre du Vietnam. Et donc, ils ont reçu les témoignages d'experts, ils ont reçu un ensemble de preuves considérables, des commissions d'enquête ont fait des rapports, et à la suite de 2 séances qui ont eu lieu en 1967, ils ont prononcé une condamnation globale pour crimes contre l'humanité, et ils en sont venus à dire que les Américains avaient commis un génocide sur le peuple vietnamien à ce moment-là. Mais on ne relève pas cet engagement de Sartre-là parce que ce serait difficile de dire que Sartre s'est trompé dans son opposition à la guerre du Vietnam. C'est une guerre qui est à ce point décriée aujourd'hui qu'il est difficile de dire que Sartre aurait dû se modérer. Contrairement à plusieurs autres de ses engagements où là on a pu dire Sartre s'est toujours trompé. On ne parle pas de la guerre du Vietnam parce que s'opposer à la guerre du Vietnam, c'est quand même difficile de dire que c'était mais de là à dire que c'était un génocide, ça c'est peut-être une accusation. Ben écoutez, je suis d'accord avec vous. Le terme est très fort. Mais pour dire que Sartre s'est trompé en prétendant qu'il y avait eu génocide, il faudrait relever tous les arguments. Absolument, puis on va y revenir, absolument. Mais disons qu'on a là, si vous voulez, les pièces à conviction pour dire, bon, avec cette pièce, ce texte de Rosenberg, les différentes interventions, voilà quelqu'un qui mange de l'américain. Alors là, votre thèse, c'est de dire, attention, il y a un rapport affectif de Jean-Paul Sartre à l'Amérique. Alors, justement, quel est-il? Parce que là, vous allez loin. Alors, l'Amérique aurait été pour Sartre, et là, là je cite, l'Amérique aurait été pour Sartre, c'est écrit, et là, je pense que tu utilises une formule presque polémique, l'horizon indispensable de notre temps. Tu parles même d'une relation d'amour avec l'Amérique. Alors, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est étonnant. Qu'est-ce qui te permet d'avancer cette idée qu'il y avait une sorte de rapport amoureux à l'Amérique chez Sartre, après tout ce qu'on vient d'apprendre? Oui, bien... En fait, quand je dis que l'Amérique est l'horizon indépassable, je dis c'est sur le plan de l'imaginaire. Et là, je fais un pastiche d'une autre phrase qui est le marxisme et l'horizon indépassable de notre époque. Et donc, c'est une phrase que, en fait, Bernard-Henri Lévy prête à Sartre. Sartre écrit quelque chose de beaucoup plus long et complexe que ça. Mais donc, Bernard-Henri Lévy synthétise le marxisme et l'horizon indépassable. Et évidemment, tout le monde a repris la formule de Bernard-Henri Lévy pour l'appliquer à Sartre. Donc, sur le plan de l'imaginaire, c'est un horizon indépassable. C'est ce que j'essaie de montrer dans la première partie du livre. Il y a 3 parties dans le livre. La première partie, c'est l'Amérique désirée. La deuxième partie, l'Amérique connue. Et la troisième partie, l'Amérique honnie.
Donc, l'Amérique désirée, on pourrait dire que si on le prend chronologiquement, c'est le début de la relation que Sartre entretient avec l'Amérique. Donc, Sartre n'est jamais allé aux États-Unis, mais Sartre s'intéresse aux images de gratte-ciel, s'intéresse au jazz, s'intéresse aux romans américains, s'intéresse aux romanciers américains. Il y a une figure mythique du romancier américain. Il écrit là-dessus dans ses romans, ses nouvelles, des essais de critique littéraire, des pièces de théâtre où il est question de musique, de jazz, etc. Et ces représentations-là de la culture américaine sont systématiquement vues comme des possibilités de se libérer des contraintes, des bienséances, des médiocrités, des traditions sclérosées de la culture bourgeoise européenne traditionnelle. Donc l'Amérique apporte une sorte de vent de fraîcheur, une possibilité d'ouverture, de renouveau pour la culture, pour les arts, pour la pensée, pour la littérature à ce moment-là. Donc, il y a un amour de la culture américaine chez Sartre qui a commencé quand il était jeune et qu'il a lu des romans à 2 sous de Buffalo Bill, de Nick Carter, qui était un détective de Manhattan, et qui s'est continué avec la découverte du cinéma hollywoodien, les westerns, les polars, et qui a continué avec la lecture des grands romanciers américains. Et donc tout ça incite Sartre non pas à détester les États-Unis, mais au contraire à les valoriser, à les aimer et à essayer de se les approprier, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que ces arts-là, que cette ouverture-là, il puisse lui-même la faire sienne pour amener sa littérature à dire autre chose, à faire autre chose, et à être, disons, moderne pour son époque. D'accord, mais prenons les 3 points. D'abord, j'en ai retenu 3 qui m'ont frappé. La fascination, disons, pour une modernité technique, les gratte-ciel, par exemple. Alors, qu'est-ce qui fascine tant Sartre? Et après ça, on parlera du jazz et du romancier américain. Mais qu'est-ce qui, dans le gratte-ciel ou dans le New York, le fascine tant? Sur quoi il accroche au juste? La fascination pour les gratte-ciel, on la trouve dans un passage d'un traité de philosophie qui s'appelle L'Imaginaire, donc un traité de phénoménologie psychologique. Donc, il parle de son amour des gratte-ciel et il raconte un rêve qu'il fait pratiquement à toutes les nuits. Donc, il rêve qu'il se promène entre les hauts murs de Manhattan et que ce rêve-là produit chez lui un enchantement. Et quand il se réveille, il est désenchanté, il est déçu. Et lorsqu'il rêve, il se pince et dit « Ah, cette fois, je ne rêve pas, je suis bel et bien à Manhattan. » Mais non, il finit par se réveiller, il n'est pas à Manhattan. Donc, on voit quelque chose qui est un désirable par excellence. Et là, la question à se poser, c'est pourquoi les gratte-ciel sont-ils ce désirable par excellence-là? Notamment parce que les gratte-ciel représentent une modernité technique, mais une modernité urbaine, une ouverture qui est tout le contraire de la cité française. Donc c'est la modernité urbaine, la modernité sociale par excellence. Et de la manière avec laquelle Sartre écrit sur le gratte-ciel, il va dire, bon, c'est comme lire un bon roman policier, c'est comme un spectacle, et quand on sort de là, on est désenchanté. Et il y a un lien qui est fait dans l'écriture elle-même entre le gratte-ciel et la culture populaire, que ce soit le roman policier, que ce soit le spectacle populaire, tout ça. Et donc, il y a cet amour de la culture populaire qui s'insinue dans la description du rêve de gratte-ciel. Donc, il y a les 2 choses qui sont chez Sartre très intéressante, c'est cette culture populaire qui ne respecte pas les codes de la grande littérature, disons, française ou européenne, et cette modernité sociale qui est, elle aussi, quelque chose d'étranger pour la France. Et on peut avoir de la difficulté à se figurer ça aujourd'hui, mais dans les années 20, dans les années 30, le gratte-ciel est quelque chose de totalement inouï. Et c'est à New York et à Chicago que ça se passe. Il n'y en a pas ailleurs. Et donc, c'est la métonymie, en fait, le gratte-ciel, de la modernité de la civilisation américaine à cette époque-là. Et c'est une symbolisation aussi des triomphes de l'individualisme aux États-Unis. Il y a des lignes qui montrent que les gratte-ciel sont nietzschéens. Donc, oui, il y a quelque chose dans le gratte-ciel pour Sartre qui est une ode à la gloire de ce que l'homme peut là, on parle avec le langage de Sartre, peut réaliser, disons, de plus impressionnant. Pour ce qui est du jazz, je trouve ça très intéressant. D'abord, j'ai beaucoup appris
évidemment, le jazz était vu par certains courants comme une musique décadente, on pourrait dire, dans les années 20, une musique plutôt décadente. Or, Jean-Paul Sartre décrit un véritable intérêt, fascination pour cette musique. Et qu'est-ce qu'il y trouve? Qu'est-ce qu'il voit dans le jazz? Ça recoupe, en fait, ce que je disais sur le gratte-ciel. Et on peut, comme on a commencé par cette idée là, de dialogue entre les textes, on peut dire que si le gratte-ciel enthousiasme Sartre, il n'enthousiasme pas tout le monde. Il y a des gens qui vont déplorer l'existence des gratte-ciels, vont y voir une menace, vont y voir un danger, une douleur. Pour le jazz, c'est la même chose. Donc, vous avez, après la Première Guerre mondiale, une musique qui fait son entrée en France avec les soldats américains qui sont venus en 1917 et ensuite. Donc, c'est une musique qui est nouvelle, c'est une musique qui a été inventée par des Noirs, et c'est une musique qui vient des États-Unis, donc un pays déjà de la mécanisation, etc. Donc, c'est 3 raisons pour déplorer cette musique-là, pour en faire une musique de sauvage, une musique mécanisée qui va, disons, mettre en danger la culture française traditionnelle. Et il y a des gens qui vont dire au contraire, c'est une musique qui apporte quelque chose de nouveau, une énergie différente, une sorte de sauvagerie, si je puis dire, et qui peut permettre de renouveler les arts et de nous faire sortir de notre disons, sclérose, si je puis me permettre. Donc, Jean-Paul Sartre serait plutôt de ce côté-là. Donc, il y a un enthousiasme pour le jazz et il va mettre des séquences avec de la musique de jazz dans la plupart de ses textes. Donc, si on lit l'œuvre de Sartre, on va retrouver des références au jazz un peu partout. Et le jazz est souvent opposé à la musique, disons, classique, de la grande tradition symphonique, de l'opéra, etc., pour montrer qu'il y a des personnages qui sont plus jeunes, qui sont plus ouverts d'esprit, qui sont plus libres et qui, eux, vont aimer le jazz, à l'inverse de leurs parents, de leurs chefs, comme pourrait le dire Sartre, qui, eux, vont aimer la musique plus traditionnelle, plus légitime. Donc, il y a une sorte de libération des mœurs par le biais de la mise en texte de la musique qui intéresse beaucoup, évidemment, Sartre et qu'on retrouve dans ses œuvres. Et il y a aussi une prise de position politique là-dedans, parce que, bon, il y a un désir de libération qui passe par l'amour du jazz. Et c'est une libération par rapport à des valeurs qui sont considérées comme étant des valeurs bourgeoises, donc des valeurs, si je puis dire, de droite. Et donc le jazz lui, offre une possibilité de libération, c'est ça. Pour ce qui est de l'écrivain, dans Qu'est-ce que la littérature, je cite un passage que tu as retenu sur l'écrivain américain. Et l'Américain qui, avant de faire des livres, a souvent exercé des métiers manuels, il y revient. Entre 2 romans, sa vocation lui apparaît au ranch, à l'atelier, dans les rues de la ville. Il ne voit pas dans la littérature un moyen de proclamer sa solitude, mais une occasion d'y échapper. C'est intéressant. Donc, il y a cette fascination pour l'Américain autodidacte. Tu utilises un certain nombre de descriptifs. L'écrivain américain appartient pas encore là à cette culture bourgeoise avec ses codes, ses lourdeurs, ses traditions. C'est ça, hein, cette fascination. C'est un peu la même chose que le jazz, on pourrait dire. Quand Sartre met en texte un portrait de l'écrivain français, il va dire c'est l'écrivain le plus bourgeois du monde. Et donc, il va dire tous les écrivains français habitent à Paris, tous les écrivains ont le même bagage, ont les mêmes expériences, deviennent écrivains de la même façon, ont fréquenté les mêmes écoles, etc. L'écrivain américain, au contraire, est, comme tu l'as dit, un autodidacte. Ceci est un cliché, c'est un stéréotype. Sartre n'a pas inventé ça. On retrouve ces représentations-là partout à partir du moment où on commence à parler en France d'une littérature américaine. Je dirais que c'est autour de 1929. On arrête de parler d'une littérature anglaise faite aux États-Unis. Il y a des pages dans ton livre où tu retraces un peu l'histoire de la réception de cette littérature américaine qui sont très intéressantes pour moi. Donc, autour de 1929, avec Babbitt de Sinclair Lewis, on se met à parler d'une littérature américaine. Et l'une des choses qui fascine, disons, les Français, c'est le portrait qu'on peut tracer de l'écrivain américain. Et quand on parle de l'écrivain américain, on ne parle pas de tous les écrivains américains. C'est une représentation qui s'inscrit dans les esprits. Là. Oui. Tout d'abord, l'écrivain américain est essentiellement un romancier. On parle bien moins des dramaturges et des poètes que des romanciers. Et ces romanciers-là sont très peu nombreux. C'est surtout Ernest Hemingway, William Faulkner, Erskine Carlson,
Caldwell, moins Henry Miller quand même, parce que lui, il est sur la côte ouest et sa notoriété arrive un petit peu plus tard. Donc, Faulkner et John Dos Passos, qui sont les romanciers américains qui intéressent énormément les Français, et ce sont aussi les romanciers qui intéressent Sartre. Et ce qui les intéresse chez ces romanciers-là, c'est justement que ce ne sont pas des romanciers qui ont appris à devenir écrivains en fréquentant l'université ou en fréquentant des clubs d'écrivains ou des sociétés d'écrivains. Ce sont des gens qui, dans la représentation qu'ils nous en donnent, ont appris à devenir écrivains en faisant tous les métiers et en ressentant à un certain moment le désir d'écrire. Donc c'est une sorte de désir spontané, et c'est une œuvre qui est créée comme ça dans la spontanéité, sans qu'il y ait eu un apprentissage par des gens qui ne sont pas, au départ, des bourgeois éduqués. Et donc il y a cet intérêt-là pour une littérature qui, comme le jazz, ne vient pas des grandes écoles, ne découle pas d'une grande tradition, mais au contraire, naît, comme je le disais, spontanément, et donc permet de repenser la littérature et de refonder peut-être une nouvelle manière d'écrire des romans avec une nouvelle technique qui est la technique américaine. Donc on la tient pour une, on parle de la technique américaine. Bien sûr, si l'on lit les œuvres américaines de cette époque-là, on va se rendre compte que les techniques sont extrêmement différentes, que les œuvres sont très diverses, mais on va quand même à ce moment-là parler d'une technique américaine, et cette technique-là est tenue pour susceptible d'apporter un vent de fraîcheur, un vent de renouveau à la littérature française. Et lorsqu'il devient l'intellectuel de l'engagement, tu nous dis qu'il a un intérêt particulier au sortir de la Deuxième Guerre mondiale pour l'écrivain Richard Wright, l'écrivain noir. Donc, pourquoi cet intérêt? Parce que justement, c'est à la fois l'écrivain dans la vie et à la fois le personnage qui défend aussi une cause. Oui. Là, on passe à l'après-guerre. Quand je parlais de Dos Passos, Faulkner, c'était dans les années 30, à la fin des années 30, des textes qui ont ensuite été repris dans Situation 1, après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un autre livre qui a été repris, lui, dans Situation 2, qui s'intitule « Qu'est-ce que la littérature ?», qui est le manifeste sartrien pour l'engagement de la littérature. Donc, si un étudiant voulait savoir qu'est-ce que c'est que la littérature engagée pour Sartre, il faudrait qu'il aille lire d'abord et avant tout qu'est-ce que la littérature. Dans ce livre-là, il prend l'exemple de Richard Wright, le grand écrivain afro-américain. Qu'est-ce qui retient son attention chez Richard Wright, de la manière qu'il le présente, c'est que pour lui, Richard Wright est un écrivain noir qui a écrit une œuvre qui s'adresse non seulement aux autres Noirs qui savent lire et qui veulent se libérer, mais qui s'adresse également au public des Blancs, ceux qu'il appelle les Blancs de bonne volonté. Et donc, pour lui, cette littérature-là, elle est engagée et elle est exemplaire dans la mesure où elle a deux publics distincts qu'elle peut rejoindre et qu'elle peut amener à se regrouper, à se fusionner. Tandis que la littérature telle qu'elle est faite en France au 19e siècle et au 20e siècle, toujours d'après ce que Sartre en dit, ça se discute bien sûr, c'est une littérature faite par des bourgeois qui vont critiquer le monde bourgeois, mais qui vont être lus seulement par un public bourgeois. Ils ne rejoignent pas un public, par exemple, d'ouvriers. Les opprimés ne sont pas vraiment rejoints par cette littérature-là. Tandis qu'au 18e siècle, il y avait avec Diderot, Condorcet, les autres encyclopédistes, une littérature qui pouvait s'adresser à la fois aux aristocrates de bonne volonté et aux bourgeois qui voulaient transformer la société. Donc, Richard Wright est un équivalent, si vous voulez, américain et noir de ce que Diderot, par exemple, a été dans la France du 18e siècle. Donc, il est érigé en idéal de ce que l'écrivain engagé devrait être, mais bien sûr, l'écrivain tel que Sartre le représente ne peut pas se transformer du jour au lendemain, et son bagage reste son bagage. Donc, c'est un idéal vers lequel tendre, mais que la littérature sartrienne nous donne l'impression d'être néanmoins inatteignable. Donc il y a une tension vers un idéal que la prose de Sartre ne nous donne pas l'impression qu'on va pouvoir rejoindre. Mais là, si on reprend, fascination pour les gratte-ciel, le jazz, un certain type de romancier américain, mais qui lui permet de critiquer, dans le fond, le romancier ou les écrivains français. Est-ce qu'on peut, avec ce dossier-là, parler d'un amour et d'un horizon indépassable par rapport à l'Amérique?
quand l'Amérique, spontanément, on va dire que l'Amérique, c'est la démocratie libérale, c'est l'économie de marché, c'est l'American Dream, c'est l'idée de l'ascension sociale. Toutes ces questions-là, visiblement, n'intéressent pas Sartre ou tout ce qui est le cœur de l'Amérique tel que souvent les Européens l'aperçoivent. Si Sartre s'était intéressé à ces questions-là, il en avait dit du bien et ça l'avait motivé, peut-être que la thèse serait plus facile encore à soutenir. Est-ce que c'est assez pour parler d'un horizon indépassable? Ces éléments, le jazz, le gratte-ciel et les romanciers. Et comme je le redis, c'est sur le plan de l'imaginaire et de la culture. Donc, c'est un horizon indépassable, comme le marxisme sur le plan de la philosophie est un horizon indépassable. Donc, il faut garder ça, il faut ne pas oublier que je parle de l'imaginaire. Oui, mais quand il va critiquer l'Amérique, ça va être sur le plan politique. Oui. Donc, c'est comme si on passe du registre du symbolique, puis après ça, on est dans la critique extrêmement dure, mais politique. Mais là, donc, on peut pas changer de registre en disant, dans un cas, c'est une relation d'amour, mais dans l'autre, parce que c'est symbolique, dans l'autre, c'est la politique. Si dans la première phase de Sartre, il avait fait une critique il avait fait une défense des valeurs américaines telles qu'on les pense spontanément, peut-être que la thèse serait plus convaincante. Mais je vous explique. Peut-être que ma thèse va être rendue plus convaincante par ce que je vais dire maintenant. Je ne vais pas entrer dans des considérations théoriques trop lourdes. Mais il y a néanmoins un concept que j'utilise qui est le concept de sociogramme. Un sociogramme, c'est un élément de discours qui est composé de plusieurs représentations partielles. Les représentations partielles, il y en a beaucoup si le sociogramme est riche. Et donc, je dois dire que ce concept de sociogramme-là, je l'ai emprunté, je l'ai repris de Claude Duchet, qui est, si vous voulez, le père de la sociocritique dont on a parlé au début de l'entrevue. Donc, les États-Unis et l'Amérique, si vous voulez, forment un sociogramme. Ce sociogramme-là est composé d'un grand nombre de représentations partielles, et chaque personne qui parle des États-Unis ou de l'Amérique va activer certaines de ces représentations-là au détriment des autres. Et c'est vrai que Sartre ne va pas mettre de l'avant, dans les années 30, du moins, démocratie libérale, politique, disons, de l'individualisme, etc. Mais parce qu'il s'intéresse à la culture. Ce qu'il connaît des États-Unis à cette époque-là, c'est la culture. Et ce que l'on retrouve dans ses textes, c'est des idées, des critiques et des mises en texte de cette culture américaine-là. Quand il va voyager aux États-Unis, là, il va, et là, on entre dans la deuxième partie du livre, c'est l'Amérique connue. Et quand il fait ses premiers reportages, il y a des reportages qui sont... Parce que, Sartre est allé aux États-Unis en tant que journaliste pour faire des reportages sur les États-Unis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour que les Français sachent ce qui se passait aux États-Unis à ce moment-là. Ça intéressait tout le monde. Donc, lorsqu'il fait ses reportages sur les États-Unis, il parle de deux tendances aux États-Unis, une tendance isolationniste et une tendance expansionniste. Il y a la tendance de Roosevelt et il y a l'autre tendance. Et Sartre est très intéressé par l'Amérique de Roosevelt et il en parle dans ses reportages. Et pour lui, c'est un grand espoir que la tendance de Roosevelt l'emporte. Comme ça, l'Amérique serait un moteur du développement, d'un développement, disons, social, équitable, intéressant pour la société européenne. Mais petit à petit, c'est l'autre tendance, donc la tendance plus dure, qui l'a emporté. Donc, c'est pas vrai de dire que Sartre n'a aucun intérêt pour l'Amérique sur le plan politique et économique avant, mais l'accent est moins mis sur cet aspect-là. Et ensuite, quand Sartre continue à évoluer, lui-même s'engage et on entre dans la guerre froide, qui amène des polarisations plus grandes et c'est ce qui va amener aussi Sartre à développer une écriture où l'Amérique va être de plus en plus mise en procès, va être de plus en plus critiquée et critiquée de plus en plus durement. Mais même dans ces moments-là où l'Amérique est un objet de critique, il y a toujours dans l'écriture de Sartre, dans ses représentations, des éléments de fascination qui rappellent ou qui reprennent ce qui était déjà présent dans les années 30. Et à l'inverse, quand Jean-Paul Sartre dit qu'il admire John Dos Passos, l'écrivain, plus que tout autre, il va dire John Dos Passos est le plus grand romancier de notre temps, mais ce qui l'intéresse chez John Dos Passos, c'est la capacité de cet auteur-là de critiquer la société des trusts, la société du capitalisme, et donc d'adopter un point de vue
dissidents. Et donc, il y a aussi alors cette représentation-là des trusts et d'une société qui n'est pas une société de l'émancipation, mais qui est une société de l'écrasement. Et l'admiration pour le romancier américain, c'est l'admiration pour quelqu'un qui est capable d'échapper à cette uniformisation-là. Donc, la critique est déjà présente dans ce qui est valorisé. Et au moment où les aspects les plus noirs de l'Amérique prennent le dessus, il reste toujours un aspect de fascination. Et c'est ce caractère contradictoire-là des États-Unis qui fait en sorte que c'est intéressant de l'étudier et que c'est important pour Sartre d'y revenir constamment parce que ces contradictions-là entre individualisme et conformisme, entre liberté et oppression, entre libération des mœurs et puritanisme ne sont pas résolubles. Donc, il doit continuer à les travailler constamment et ça relance son écriture tout au long de sa carrière. Oui, mais en même temps, on voit, me semble-t-il, assez clairement à partir du procès Rosenberg, l'exécution des Rosenberg, là, ça devient clair que l'image est très noire. Alors, le pôle individu, affranchissement, oui, liberté disparaît presque de l'horizon. Oui. En tout cas, quand on lit ton livre, on le retrouve presque jamais. Il y a vraiment une condamnation assez carrée, assez claire. Oui, c'est juste... Parce que justement, tu dis, il peut avoir un intérêt pour un écrivain puisqu'il est critique de sa société, mais quand il refuse d'aller à Cornell, c'est ce qu'on va lui reprocher, c'est comme s'il faisait des Américains un bloc. Donc, à Cornell, il y avait sûrement des gens... Et on sait à quel point les étudiants américains contestaient de façon très virulente cette guerre. Donc, en refusant de mettre le pied en Amérique, c'est comme s'il disait que tous les Américains avaient la rage ou étaient atteints de ce virus. Mais au moment des... Bon, les Rosenberg, là, on est en 1956, si ma mémoire est bonne. Moi, 53. 53. Donc, à ce moment-là, on est en plein macartisme. La guerre froide est dans son moment le plus fort. Et ce geste-là, cette condamnation à mort-là des époux Rosenberg est très, très mal reçu, non seulement par Sartre, mais par... bien d'autres personnes à cette époque-là. Et là, oui, c'est vrai, c'est l'un des textes, on l'a dit, les plus violents que Sartre a écrit. Ça se termine par un désir de rompre avec l'Amérique. Mais c'est une lettre ouverte, hein, ce texte, et c'est une lettre ouverte qui s'adresse à l'Amérique, et c'est une lettre ouverte qui prend le ton et qui prend les formes d'une lettre de rupture amoureuse. Oui, exactement. C'est l'hypothèse que tu et c'est appuyé par des formules dans le texte. Oui, il y a même un moment, et Sartre parle au « nous » dans toute la lettre, « nous » étant les Européens, et il s'adresse au « vous », le « vous » qui sont les Américains, et il y a des tournures de phrases telles que « nous vous avons tant aimé, nous espérons un jour pouvoir vous retrouver, mais pour le moment, il n'est plus question d'entretenir avec vous des relations ». Là, je paraphrase le texte de Sartre. Et donc, tout cet amour passé des États-Unis est présent dans la lettre et explique, selon moi, cette violence-là, parce qu'il y a cette déception de voir les États-Unis, par ce geste-là, s'engager dans une voie qui, pour Sartre, est irrémédiable, qui motive l'écriture de cette lettre et qui explique son caractère radical. Donc, ceux qui parlent d'anti-américanisme ont tort, c'est un amoureux déçu. Dans cette... je pense que c'est... Et il faut dire aussi une autre chose par rapport à l'anti-américanisme. Quand on parle d'anti-américanisme, c'est comme chose d'irrationnel. C'est comme lorsque l'on parle d'antisémitisme. C'est-à-dire c'est une haine irrationnelle, globale, pure et injustifiée. Parce que ce sont des Américains, nous les haïssons. Chez Sartre, il y a toujours des raisons et il y a toujours un combat politique qui explique les critiques. Et donc, lorsque Sartre s'en prend aux Américains au moment de l'exécution des Rosenberg, il va reconnaître qu'il y a des Américains quand même qui voulaient défendre les Rosenberg. Il parle de l'avocat des Rosenberg. Il mentionne le fait que les Rosenberg eux-mêmes sont des Américains. Mais à ce moment-là, il voit l'Amérique macartiste, donc l'Amérique qui s'uniformise, hein, dans cette haine anticommuniste-là. Et donc, Sartre a une tendance à les dépeindre en bloc, c'est vrai. Mais c'est à l'occasion de cet événement-là, précisément, et pour des raisons qui sont très, très claires. Ensuite,
dans les années 60, le refus d'aller à Cornell, à ce moment-là, n'est Et juste plus... avant de passer à Cornell, je pense qu'on peut aussi dire que c'est une période de grande radicalité chez Sartre, hein, Oui. que cette période du procès Rosenberg. Et je me permets de citer un extrait d'une entrevue qu'il donne à son retour du RSS. On est à peu près en 53-54. Hein. On lui pose la question, comment vit le citoyen soviétique, hein? Là, on est avant Khrouchtchev, avant la déstalinisation. Le citoyen soviétique possède une entière liberté de critique. Mais il s'agit, précise-t-il, d'une critique qui ne porte pas sur des hommes, mais sur des mesures. L'erreur serait de croire que le citoyen soviétique ne parle pas et garde en lui ses critiques. Cela n'est pas vrai, etc. Donc, c'est une entrevue qui aussi a été mise au... c'est pas sa phase la plus glorieuse en termes de lucidité, peut-être aussi. On pourrait peut-être mettre ça un peu en parallèle. En fait, moi, ce que j'évite de faire dans mon livre sur Sartre et Parce dans qu'il y a mes eu autres, aussi, dans mes autres livres en général, c'est d'être la personne qui va, de mon savoir Oui. de professeur du 21e siècle, porter un jugement Absolument. sur Sartre ou sur un autre, hein, et d'attribuer les bons, les mauvais points, et de dire « Ah, il s'est trompé, il a eu raison ». J'essaie plutôt de voir comment les textes fonctionnaient. Il y a un désir de croire au lendemain qui chante, à la Révolution d'octobre, etc., qui anime une part immense des intellectuels à cette époque-là. Et donc, Sartre se situe là-dedans. Donc maintenant, on peut dire c'est une erreur, ce n'est pas glorieux d'avoir fait ça. Il y a des très bons livres qui vont s'attaquer à ce problème-là, qui pour moi est un problème, je dirais, biographique, un problème socio-historique, mais qui n'est pas proprement un problème de critique littéraire ou d'analyse des textes. Ça ne veut pas dire que la chose n'est pas intéressante, mais je me situe à côté de cette approche-là. Si j'avais travaillé, par exemple, sur la mise en texte de l'URSS, ben, j'aurais été voir ce que Sartre disait pour essayer de déconstruire oui, mais c'est parce que quand tu parles de l'affaire Rosenberg, tu dis que c'est là une cause de droits individuels et de justice, et tu tentes un peu d'expliquer à quel point la violence de ce texte pouvait se comprendre. Alors, tu utilises un peu, donc, tu le défends d'une certaine façon, tu mets en relation avec l'époque, tu dis, bon, je ne veux pas le réhabiliter, mais regardez le contexte, essayons de comprendre, et c'est tout à fait correct. Mais moi, ce que je me souvenais de ce que j'avais lu de l'époque de Sartre, c'est qu'il y avait peut-être Rosenberg, mais il y avait aussi, cette entrevue très embarrassante. Il y a le coup d'État en Hongrie, qui marque la rupture, d'ailleurs, la rupture des chars russes en 1956, oui, qui marque la rupture avec le Parti communiste, avec la Russie. Mais je t'ai coupé. Continue sur le Cornell, tu allais dire. Ben voilà, donc il y a donc pendant toute la guerre froide, les États-Unis qui sont érigés au rang de ce que j'appelle un monstre sur-européen, et c'est une formule de Sartre lui-même. Il emploie ça dans un texte qui s'appelle « Les communistes et la paix ». Il dit « Les États-Unis sont ou l'Amérique est un monstre sur-européen ». Donc pendant des années et des textes qui s'étalent sur des centaines de pages, bon, les États-Unis sont littéralement un ogre qui dévore la planète et qui fait du mal et qui faute des guerres partout où elle met son nez ou son doigt maléfique. Au moment de Cornell, donc Sartre refuse de venir aux États-Unis, non pas pour dire que tous les Américains forment un bloc haïssable, mais parce que à ce moment-là, il milite pour le tiers-monde et il dit, si je vais aux États-Unis, on va me reprocher d'avoir une sorte d'assentiment hypocrite et puis de voir une protestation de façade, mais de profiter des invitations qu'on me fait. Et comme je considère que les gestes actuellement posés par les États-Unis sont totalement inacceptables, je vais marquer mon refus en refusant d'y aller. Ça va retenir l'attention des gens du tiers-monde et même de certains Américains davantage que si j'y allais. Et Sartre reproche aussi aux Américains à ce moment-là, et c'est ce qu'il met dans ses textes, et c'est ce que moi j'analyse, de refuser de considérer leur pays comme étant engagé sur la voie de l'impérialisme. Et donc, comme pour Sartre, ce concept d'impérialisme-là est prépondérant à cette époque-là, il va dire qu'il n'y a pas vraiment de dialogue possible si même les intellectuels plus à gauche hésitent à dire que l'escalade de la guerre au Vietnam est une preuve de l'impérialisme croissant des États-Unis. Donc, il n'y a pas, pour moi, de raison d'aller discuter philosophie et littérature alors qu'il y a cette horrible guerre qui prend des proportions qu'on n'avait jamais vues auparavant. Voilà sur quoi il faut porter
l'attention des gens. Et en refusant d'y aller, je vais porter davantage l'attention des gens là-dessus que si j'y vais pour discuter de Kant ou de Donc, c'est de presque Faulkner. une stratégie, au fond. C'est une Absolument. stratégie pour saisir l'opinion, pour marquer le coup. Stratégie médiatique, oui. Voilà. On pourrait dire qu'il était un as aussi dans ce domaine, en tout cas. Ben, forcément, ouais, il y a s'agissant de l'Amérique. nombre d'interviews importants, Ouais. disons. Il y a ceux qui ont été récupérés dans les situations, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et oui, Sartre était bien sûr un intellectuel très présent dans les médias. Et lorsqu'on s'intéresse à son œuvre, il faut tenir compte aussi des interviews qu'il a données et puis de sa présence sur ce front-là. Et puis, oui, le refus de se rendre à Cornell est un geste médiatique et politique. De même que la présidence du tribunal Russell, Oui. qui va arriver un peu plus tard et qui, à mon avis, est plus intéressante. Ben justement, terminons là-dessus. Il nous reste quelques minutes. Parlons de ce tribunal Russell. Tu vas jusqu'à dire que c'est... bon, il y a l'accusation très sévère de génocide, qui est très sévère quand on sait que ça va se produire après le départ des Américains avec Pol Pot, mais c'est une accusation très, très sévère. Mais tu dis, au fond, c'est presque la genèse de la Cour internationale de 1998. On pourrait dire que ça, c'est un ordre très libéral que d'avoir une justice internationale immanente. Moi, je pourrais te répondre que c'est le tribunal presque de la terreur de 1789. Le juge est parti. Fouquier-Tinville, non? C'est quand même assez... En fait, ce qui... Juge est parti et... Oui, ce n'est pas un vrai tribunal. Ouais. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est très théâtral, mais c'est pensé oui, comme ça. L'une de mes hypothèses, c'est que le tribunal Russell, c'est la dernière... bon, là, j'exagère un peu, mais ce serait le dernier grand spectacle engagé de Sartre. Le tribunal n'est pas une pièce de théâtre, mais c'est un événement spectaculaire qui est destiné pour produire un effet sur un public, comme l'était le théâtre engagé de Sartre. L'idée de base qui vient de Russell et que Sartre a reprise et qu'il a défendue, c'est qu'au moment de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le tribunal de Nuremberg qui a jugé des crimes de guerre commis par une nation, l'Allemagne, au nom de la raison d'État, bon, etc. Et que ce tribunal-là s'est arrêté d'exister après. Mais que le besoin pour ce type de tribunal-là, lui, n'a pas arrêté d'exister. Il aurait fallu qu'un tribunal comme celui-là continue à siéger pour juger des crimes contre l'humanité qui continuaient à être perpétrés par différentes nations à différents moments. Et donc, c'est une façon d'essayer de ressusciter un tribunal international et un tribunal qui n'est au service d'aucun État. Donc, ce sont des intellectuels qui ont décidé de se réunir, et qui ont décidé de reprendre les lois internationales qui existaient déjà et de les utiliser pour juger d'actes qui étaient commis, pour voir si un tribunal équivalent à celui de Nuremberg aurait décrété qu'il s'agissait de crimes contre l'humanité. Bien sûr, donc, ils ont été mandatés par personne, ils n'ont aucune autorité, c'est leur seule conscience, leur bonne foi, qui fait la preuve qu'ils ont raison de le faire. Mais bon, bien sûr, ils sont les avocats de la poursuite, les juges, et puis les jurés. Ça cumule quand même pas mal de fonctions qui ne devraient pas être les mêmes dans un tribunal traditionnel. Et bien sûr, les États-Unis n'ont jamais envoyé d'avocat de la défense pour se justifier, parce que ça aurait été une façon de reconnaître une forme de légitimité au tribunal, ce dont ils ne voulaient surtout pas. Et tous les chefs d'État partageaient d'ailleurs ce sentiment-là. Le général de Gaulle, on avait cru qu'il accepterait. Ne voulait pas que les séances aient lieu sur le territoire français. On avait d'abord organisé ce tribunal-là à Paris. C'est la raison pour laquelle Sartre avait accepté de le présider, en se disant, bon, ben, je vis à Paris, je vais pouvoir le faire, ça va être bien pour moi. Contre toute attente, le général de Gaulle refuse. Et pourquoi je dis contre toute attente? Parce que le général... était très opposé aussi à la guerre du Vietnam. C'était le chef d'État qui résistait à la politique américaine. Il a prononcé un discours très célèbre à Phnom Penh, au Cambodge, à 150 km des bombardements, pour s'exprimer contre la politique américaine, dénoncer son aspect odieux et puis bon, son mal fondé. Donc, on s'attendait à ce qu'il accueille le tribunal. Il a refusé en disant que c'était une procédure exorbitante du droit international, donc ces gens n'avaient aucune légitimité. Sartre en a profité pour attaquer De Gaulle, qui était évidemment l'un de ses ennemis à cette époque-là, comme tant d'autres, en disant que De Gaulle était paternaliste, qui refusait de laisser les masses s'exprimer, qui voulait imposer
le point de vue du chef de l'État, mais qui ne voulait surtout pas partager ce point de vue-là avec les masses. Donc, il voulait le donner, mais il ne voulait pas le recevoir d'elle. Donc, pour cette raison-là, le tribunal a été excentré, a été placé en Suède et au Danemark, là pour des raisons de constitution scandinave que je ne maîtrise pas du tout, mais faisant en sorte que ces deux pays-là ne pouvaient pas refuser de recevoir le tribunal. Donc les séances ont eu lieu à Stockholm et ensuite en banlieue de Copenhague, et ça a fait en sorte que le tribunal a reçu moins d'attention que s'il avait été, à Paris, c'est ça. Oui. Oui. Alors c'est extrêmement intéressant. Et il y a une phrase que j'avais déjà lue qui disait « Certains n'aiment pas les Américains », pour essayer de comprendre ou de faire une petite typologie rapide de l'anti-américanisme. Certains n'aiment pas les Américains pour ce qu'ils font et certains n'aiment pas les Américains pour ce qu'ils sont. Et on a parfois l'impression que Sartre oscille un peu entre les deux. C'est-à-dire que ce qu'ils font, clairement, en politique étrangère, guerre du Vietnam, c'est les Rosenberg, tout ça est clair, le macartisme. Ce qu'ils sont, il y a parfois des glissements chez lui. Dans ce qu'ils sont dans le côté, justement, l'Amérique qui uniformise tout, qui fait tout en série, qui écrase. C'est très intéressant. Dès le départ, tu nous dis, il y a un attrait pour l'individu et l'individualisme, mais en même temps, une peur, une crainte, un rejet du conformisme. Il n'y a pas un peu de ça qui traverse parfois la critique de mais l'Amérique? À ce moment-là, ça demeurerait... sont critiqués pour ce qu'ils font, parce que le conformisme va venir de structures sociales, va venir de certains pouvoirs qui vont exercer une pression sur les gens. Et donc, ce n'est pas une nature des gens qui est critiquée chez Sartre. Non, il y a dans mon livre, je dis quelque part, je crois que c'est dans l'introduction, mais Sartre n'était pas plus anti-américain en 1967 qu'il n'a été anti-allemand en 1942 ou anti-français pendant la guerre d'Algérie ou anti-russe au moment de 1956 dont on a parlé tout à l'heure. En fait, ce que Sartre détestait, c'était le racisme, c'était le colonialisme, l'impérialisme, etc. Donc, ce sont des structures, des institutions, des mentalités, mais ce n'est pas une nature humaine, parce que la philosophie de Sartre n'est pas une philosophie déterministe, c'est une philosophie de la liberté. Les gens choisissent. S'ils sont racistes, ils ont choisi d'être racistes. Et c'est ce que Sartre est. Et donc, c'est la même chose pour les Américains que pour toute autre nation, en fait, y compris la nation française. Là-dessus, merci beaucoup, Yann Hamel. Alors, il faut maintenant lire L'Amérique selon Sartre, littérature, philosophie, politique, paru aux presses de l'Université de Montréal. Merci, Éric.